Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à une autre émission « Ça se passe chez vous ». Comme vous le savez, ce qui se passe chez vous, ça nous intéresse, puis ce qui se passe chez nous, on veut le partager avec vous. Alors, dans les fêtes, j'ai deux belles invitées aujourd'hui. Hein? Astrid Martin de la MRC. On va parler de quoi, Astrid? On va parler du retour de Paysarts pour la 3e édition cette année. Paysarts. Donc, c'est dans le pays, puis avec les arts. C'est un jeu de deux mots, ça, là. Un circuit artistique en milieu agricole sur tout le territoire de la MRC de Charlevoix. OK. Isabelle Tremblay de la MRC également. Oui. On parle ici de gestion de matières résiduelles. C'est ta spécialité. Mais on va parler de quoi principalement? On va parler plus particulièrement du retour de la Brigade verte cet été et puis des nouveaux secteurs de bacs bruns qui vont être livrés. Les nouveaux secteurs. Donc, on commence à prendre l'expansion. On a grandi encore cette année, oui. Super, super. Alors, Astrid, Paysarts, qu'est-ce que c'est au juste, là? Paysarts, en fait, c'est un circuit artistique en milieu agricole qui vise à faire connaître, en fait, les paysages ruraux, les paysages agricoles, mais surtout les entreprises qui les entretiennent, parce qu'on sait qu'on a des très beaux points de vue là, dans la région de Charlevoix. Mais il y a des agriculteurs qui sont derrière ça pour mettre ça en culture, ces champs-là, pour pas que ça devienne des friches. Donc, le but, c'est de faire découvrir aussi toutes les entreprises, puis le travail aussi d'agriculteurs dans la région. L'initiative, c'est la MRC qui l'a mise en place? Exactement. C'est une initiative liée au plan de développement de la zone agricole. En fait, on souhaitait avoir un moyen pour mettre en valeur les entreprises agricoles de la région. Mm-hmm. Et le moyen qu'on a trouvé, c'est d'aller chercher des artistes et de dire, tiens, viens nous faire des œuvres éphémères réparties un peu partout sur les terres agricoles. Exactement. En fait, l'art, c'est un peu le prétexte qu'on utilise pour amener les gens à visiter les entreprises agricoles, puis parfois des sentiers un peu moins occupés puis empruntés là, par les gens. C'est la 3e édition. C'est la 3e édition donc, déjà. Ça s'en va en croissance? Exactement, en 2018, donc on va être à la 3e édition qui est en préparation, donc je ne peux pas encore confirmer toutes les informations, exactement. On fait de l'anticipation. Oui, c'est ça, mais on est présentement en appel auprès des producteurs agricoles là, pour trouver des nouveaux sites dans la région de Charlevoix, donc ils doivent être situés dans la MRC. Okay. Des gens qui sont prêts à accueillir des œuvres là, sur leur site. Ça prend obligatoirement une terre agricole. Je pourrais pas dire, parce que moi, demeurant en Petite-Rivière, il n'y a pas de terre agricole, ou elles sont pratiquement inexistantes. Il y a beaucoup d'érablières, remarque, là, mais il n'y a pas de terre agricole comme telle. Je ne pourrais pas dire, tiens, j'ai une œuvre éphémère sur mon terrain cet été, venez me voir. Ça prend une entreprise agricole, exactement. Bon. Donc, c'est vraiment le cœur du projet, donc il n'y a pas de passe-passe. Même si j'aime les arts, ça serait le fun de voir quelque chose sur mon terrain. Hein? Il n'y a rien qui vous empêche de le faire, par exemple, à titre individuel. J'ai pas le talent, par exemple, j'ai pas le talent. Alors, de fait, là, on est à la recherche, effectivement, de producteurs pour pouvoir installer ces œuvres-là. Oui. On parle de combien d'œuvres, en gros, installées annuellement? Dans les dernières années, il y a eu 6 à 7 œuvres. Puis cette année, en fait, pour le moment, on peut confirmer qu'il va y avoir au minimum 5 œuvres, mais on est aussi en recherche de financement auprès de partenaires privés. Donc, c'est des gens qui sont propriétaires d'entreprises puis qui souhaitent nous donner un petit coup de pouce. Je les invite à communiquer avec moi parce qu'on cherche du financement là, pour poursuivre le Paysarts. OK. Exactement. Parce que là, les artistes, c'est des artistes de la région? Principalement des artistes de la région, effectivement, mais dans les dernières années, on a aussi eu des artistes de la Côte-de-Beaupré ou de Québec. Là, donc, c'est plus... Ils sont pas loin. Ils sont pas très loin, puis c'est des gens qui aiment voisins. bien... C'est des voisins. Attachés à la région aussi. Attachés à la région. Et quand eux autres vont créer, est-ce qu'il y a un thème en particulier qu'ils doivent respecter? Il n'y a pas de thème en particulier. Les artistes sont plutôt libres là, dans leur façon, leur choix pour le thème à explorer pour Paysarts. La seule contrainte qu'on leur donne, puis qui est évaluée là, par notre comité évaluateur, c'est que l'œuvre doit bien s'harmoniser au paysage agricole, en fait, parce qu'on souhaite mettre en valeur le paysage qui est en lien avec l'entreprise agricole. OK. Puis là, les producteurs que l'on recherche sont répartis partout sur la MRC. Exactement. Ça peut être des gens qui font de l'agrotourisme, ça peut être des gens qui ont une ferme conventionnelle, puis qui ont quand même, qui souhaitent faire voir leur entreprise. Oui. Parce que dans les dernières années, il y avait des œuvres autant à l'île aux Coudres qu'aux Éboulements, Saint-Urbain, Baie-Saint-Paul. On s'est promené pas mal dans les municipalités, là, effectivement. Sauf Petite-Rivière. Malheureusement. Il y a beaucoup de producteurs agricoles. Non, c'est ça. Non, c'est ça.
Il y a quoi qu'il y a une coopérative qui vient de développer tout un secteur, mais en même temps, le but, c'est de faire voyager un peu les gens de la place pour découvrir un peu l'arrière-pays ou autres régions dites moins touristiques. Oui. Parce que dans le fond, un touriste s'en vient, il va être sur la 138 ou la 362, c'est ça? Ou à l'île aux Coudes. Mais là, avec des producteurs qui disent « J'aimerais avoir une œuvre éphémère chez moi », on sort de ces routes-là, puis on s'en va un peu dans l'arrière-pays, là. Oui, effectivement. Puis on a aussi, l'an passé, ce qu'on a fait, puis qui va être de retour là, en 2018, c'est qu'on a fait des circuits guidés dans le cadre de Rêve d'automne. Donc, les 2 fins de semaine de Rêve d'automne, on avait un autobus qui amenait les gens voir 3 œuvres pour chaque circuit. Donc, les gens étaient animés, il y avait une interprétation aussi, puis on utilisait bien entendu des chemins moins empruntés là, pour faire voir d'autres secteurs de la région. Alors, imaginez si c'est beau sur les routes achalandées, c'est aussi beau sur les routes moins achalandées. Oui, on est riche en paysages. Super. L'exposition de ces œuvres-là, c'est de quelle date à quelle date? Cette année, on allonge la période, en fait, d'activité de paysards. Donc, on va être, le circuit va être actif à partir du 14 juillet jusqu'au 8 octobre. Donc, ça laisse quand même une bonne période de temps. Qui est juste là. La finale de Rêve d'automne, si je comprends bien? C'est un petit peu plus tard, OK. en fait. Donc, ça permet aux gens là, pouvoir visiter les œuvres sur même différentes saisons, de voir l'évolution aussi du paysage, là, puis profiter. L'été se prolonge, de toute façon. Exactement. On s'en va jusqu'au mois de novembre. Exactement. Il n'y a plus de printemps, mais on s'en va à l'été jusqu'au mois de novembre. Tout est là. Mais pour les producteurs, eux autres, il y a une date limite quand même, là. Oui, exactement. Donc, on a lancé l'appel aux producteurs la semaine dernière, donc aux alentours du 9 mars. Puis, ils ont jusqu'au 9 avril pour nous envoyer là, leur fiche d'inscription. Puis, on a... Comment ça fonctionne, une fiche d'inscription? Je suis un tel, je demeure à tel endroit. Bien, en fait, on explique un peu ce qu'on s'attend du producteur, l'engagement, qui est pas très important, mais quand même, de discuter avec l'artiste, de participer à une réunion, de participer à la conférence de presse pour le lancement, puis aussi de nous aider à choisir un site sur leur entreprise là, pour accueillir l'œuvre. Puis ensuite de ça, ben, c'est vraiment... eux, ils nous suggèrent aussi des sites là, directement dans le formulaire d'inscription, puis nous indiquent les raisons pour lesquelles ils souhaitent participer, s'ils ont des activités agrotouristiques, par exemple. Est-ce qu'en général, les œuvres en question, elles sont visibles du chemin? C'est proche, on ne s'en va pas sur les terres, là? Oui, généralement, elles sont visibles, c'est facilement accessible, là, OK. soit près de la boutique ou on essaie de garder ça facile à trouver pour les visiteurs, exactement. OK. Puis cette année aussi, on a un site web là, qui vient de... Paysard. pays-art.com. OK. Donc, pays-art.com. Art au pluriel? Non, Au singulier. Paysard. Paysard. Oui, .com. Puis l'appel pour les producteurs est disponible sur notre site. Donc, ils peuvent aller télécharger le formulaire puis me l'envoyer par courriel. C'est aussi simple que ça. Oui. Mais la beauté de faire ça, c'est que c'est gagnant. Je dis gagnant, gagnant, gagnant. Parce qu'il y a 3 intervenants, dans le fond, là-dedans. Il y a le producteur. Oui. Il y a le créateur, donc l'artiste. Oui. Puis il y a le touriste. Oui, le touriste qui peut venir soit de l'étranger, comme il peut venir de la même municipalité. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment de revisiter la région, puis de faire connaître des entreprises agricoles, parce que parfois, on voit leurs produits en épicerie, mais on connaît peut-être moins le travail là, qui est fait derrière tout ça. Alors, quand les gens visitent, vont voir l'œuvre, ont la possibilité de parler avec le producteur également. Généralement, en fait, souvent, il y a quand même souvent des boutiques à la ferme. Parfois, c'est pas toujours le cas, parce que justement, dans le cas de fermes conventionnelles, les producteurs travaillent dans l'étable, et puis là, le contact est moins facile, mais ça permet quand même une approche, puis un contact, là, puis une reconnaissance, en fait, du travail là, des agriculteurs. Donc, les gens qui participent, qui visitent, je pense que dans les années passées, il y avait un genre de mini-concours. Est-ce que ça existe toujours? Oui, exactement. La forme du concours, on ne sait pas encore si on va reprendre les coupons de participation là, sur les sites, mais c'est certainement, c'est certain en fait que le concours va être de retour cette année. Puis on offre toujours 2 beaux paniers faits de produits, en fait, des fermes participantes. OK. D'une valeur de 75 $. Donc, il y a souvent un produit par ferme. Puis c'est de la qualité. Oui, c'est de la qualité, puis c'est des excellents produits locaux, oui. C'est génial, tout ça.
Et en général, il y a eu combien de participation en termes de touristes dans les années passées? On doit dire que c'est difficile à évaluer parce qu'on n'a pas de compteur ou de caméra sur les sites pour savoir combien de gens passent visiter les œuvres. Mais la première année, en fait, on avait un concours aussi. Puis là, la deuxième année, on a eu vraiment une importante hausse de participation. Puis les producteurs aussi qui ont des boutiques qui nous indiquent là, qu'eux ont une hausse de fréquentation liée à leur participation puis à la présence d'une œuvre de paysans. OK. Alors, les dates, ça part, comme on disait, du mois de... Juillet. Donc, Juillet. 14 Ce qui veut juillet. dire que nos visiteurs mondiaux, ils vont venir au G7, n'auront pas accès à ces magnifiques œuvres éphémères-là. Là. Malheureusement, Il manque quelque chose. Il faudrait qu'ils viennent plus tôt. Ben, en fait, peut-être que ça va leur donner le goût de revenir cet été. Donc, Ouais. puis on espère qu'ils puissent peut-être visiter les œuvres. Mais c'est que on doit se laisser un petit peu de temps parce qu'avec la réalité de nos saisons, si on veut visiter les sites, laisser le temps aux gens de déposer les projets, ben on essaie d'allonger la saison un petit peu, mais on a quand même des contraintes à ce niveau. À la fin, tout ça est détruit. Les artistes, en fait, reprennent. C'est des œuvres qui sont créées pour durer, Un pour laps être de temps, temporaire. Oui, ok. c'est ça. C'est des œuvres éphémères. Donc, c'est pas fait pour durer dans le temps, peut être implanté de façon pérenne. Mais c'est ça. Souvent, les artistes repartent avec leur œuvre ou il peut avoir une entente aussi avec le producteur agricole s'il souhaite la garder sur son site. Ah. Gagnant encore. Je veux Exactement. dire, lui, il a quelque chose de beau à montrer, puis l'autre a quelque chose de beau à faire voir. Oui. Tout est là. Super. Moi, je voulais juste mentionner que j'ai fait le parcours les 2 dernières années et c'est vraiment là, c'est le fun de voir là, ce que les gens peuvent imaginer comme œuvre, puis souvent ils récupèrent, ça va dans mon milieu un petit peu. Est-ce Ils qu'ils prennent des matériaux, oui, puis ils font des œuvres des avec ça? fenêtres ou d'autres choses. Ça devrait être un thème peut-être, de oui, partir de matériaux. On travaille recyclables. là-dessus. Ah, On travaille là-dessus, ok, effectivement, bon. pour Je suis pas si encourager. original que ça. L'idée a été réfléchie avant. Oui, c'est ça, pour encourager les artistes, justement, à utiliser des matériaux puis à valoriser là, des matériaux là, dans les œuvres. Oui. Bon, ben, ça sent bon. Alors, une autre belle saison, 3e édition. Ça s'appelle Paysard. Oui. Et à surveiller pour les producteurs. Donc, ils ont jusqu'au 9 avril pour pouvoir s'inscrire. Oui, exactement. Et puis, le public, lui, c'est jusqu'au 8 octobre. Exactement. Puis on va avoir l'appel aussi auprès des artistes là, qui va Effectivement, débuter ça en prend les avril. artistes. Oui, en Oui. avril. OK. ça. Génial. Ben, Astrid Martin, merci. Ça fait plaisir. Alors, nous, on va faire une petite pause, puis on revient immédiatement après. Alors, nous sommes de retour, cette fois-ci avec Isabelle Tremblay. On va parler de gestion des matières résiduelles dans sa globalité et plus particulièrement de la Brigade verte. Oui. Donc, c'est ça. L'année dernière, on avait eu une première édition de la Brigade verte. Donc, c'est des jeunes, des étudiants qui parcourent le territoire. Là. C'est sûr qu'en 2017, c'était seulement la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, ils parcouraient les secteurs résidentiels, ils visitaient les bacs. Donc, OK. on allait voir si Parce le qu'il tri y a un était objectif bien derrière ça. Là. Je veux dire, on s'en va quoi? Voir comment les gens font utilisent leur tri. bac? Oui, c'est ça. OK. Parce qu'on veut vraiment que les gens fassent le tri adéquatement. Donc, la Brigade verte, donc les gens circulaient. Là, il y était trois, pas étudiants jeunes, là, mais c'était en partenariat avec la coop de l'Arbre là, l'année passée. OK. Donc, c'est ça. Eux autres parcouraient le territoire, ils laissaient des accroches-portes, ils pouvaient cocher s'il y avait du tri qui n'était pas bien fait et tout ça. Là, Est-ce que c'est concentré dans les journées où les gens doivent mettre leur bac? Bien, ils ont visité, dans le fond, des bacs verts, des bacs bleus, des bacs bruns. Donc, c'est sûr qu'on y allait avec l'horaire de collecte, là, quand les bacs sont au chemin. Donc, des fois, c'était tôt le matin ou des fois, ils pouvaient peut-être aller voir plus dans la cour qu'au chemin aussi. Parce que Y a-tu du monde, en fond, ils y vont puis ils lèvent le couvercle puis ils regardent dedans? Ils regardaient ce qu'il y avait dans les Y bacs. a-tu des résidents qui disent « Hey, touche pas à mes poubelles? » Parfois, il y a eu des réactions un petit peu, là. Mais tu sais, dans le fond, c'est pas pour nuire aux citoyens. On leur donne pas d'amende ni rien. C'est seulement pour aider les gens à mieux comprendre à comment faire. Ils sont le quand même tri identifiés adéquatement. aussi. Oui, il y avait un dossard avec l'identification de la MRC. C'est pas moi, personnellement, qui déciderais Non. de faire du recyclage. Non, ben, on n'a pas le droit d'aller fouiller dans les bacs des citoyens, là, au niveau de la réglementation. Tu peux pas jeter tes déchets dans les bacs de quelqu'un d'autre non plus. Donc, ça, c'était vraiment là, organisé par la MRC pour vérifier là, le tri. pour savoir. Ça serait la 2e année que ça va avoir lieu, ça? Oui, donc là, je suis en processus là, pour trouver un étudiant pour cet été qui va pouvoir participer là, à la brigade, mais dans toutes les municipalités.
Est-ce que, dans les faits, quand on regarde ce qu'il y en est, je veux dire, ces gens-là ont une formation ou bien non, c'est guidé par vous autres pour dire voici qu'est-ce qu'il y en a? On cherche des gens qui ont quand même une formation de base là, au niveau de l'environnement, biologie, écologie, donc ils ont quand même une certaine compréhension là, de ce que c'est. C'est sûr qu'on leur donne une petite formation de plus, là, parce que d'une place à l'autre, c'est pas toujours les mêmes matières qui vont dans les bacs. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez nous? Et puis, ces gens-là, ils vont quand même se documenter aussi en faisant un petit peu de lecture avant de commencer là, à travailler sur le terrain. Là. Alors là, ils vont couvrir l'AMRC? Oui, c'est ça. L'AMRC vont passer là, dans les maisons. Bien, pas dans les maisons nécessairement, là, mais en tout cas, aller visiter les quartiers résidentiels ou les rangs là, pour aller voir là, les bacs, voir si le tri est bien fait, pour aller discuter avec les gens. C'est sûr que si les gens sont à l'extérieur, on va pouvoir discuter, expliquer le compostage domestique. Parce qu'ils font un mini-sondage avec ça aussi, là, j'imagine. Bien, c'est sûr que nous, on collecte des données pour savoir là, qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui est à améliorer, c'est ça. Là, sur quoi il faut vraiment là, porter plus... Est-ce que les gens, actuellement, bon, on en parle, mais pour plusieurs, ça ne reste que des paroles. Je dirais, est-ce que la parole passe au geste, puis on recycle de plus en plus? Bien, c'est sûr que si on regarde nos données au niveau des tonnages, là, ça a comme un peu stagné là, par rapport aux 2 dernières années. Le recyclage est resté pas mal pareil dans nos tonnages. Donc, ceux qui étaient comme vendus à l'idée de recycler l'ont fait, si je comprends bien. Puis là, il reste à convaincre une autre portion de la population. Vous dire, là, faites quelque chose. C'est ça. Il faut aller chercher vraiment les gens là, qui ne participent pas encore, qui ont les outils pour le faire, mais qui ne le font pas. Je vais peut-être donner des exemples de ce qui a été retrouvé l'année passée. Tu vois, ils ont visité 2400 bacs. Donc, il y avait des bacs verts, des bacs bruns, des bacs bleus. Donc, ce qui a été remarqué le plus au niveau de la présence des intrus, là, des matières qui ne vont pas dans les bacs de recyclage, il y avait 14 d'intrus. Donc, il y avait beaucoup de matières non recyclables, qui étaient des déchets finalement. Donc, qui étaient dans les bacs de recyclage. Bacs de recyclage, oui, c'est ça. On mélange tout, quoi. Oui, c'est ça. Il y avait 47 là, de matières qui n'étaient pas recyclables au niveau du 14 là, des intrus. Là. Après ça, il y avait l'autre grosse portion, c'était des matières qui étaient sales. Donc, si on a un carton qui est souillé par du gras, on a mangé une pizza, il y a du gras sur mon carton, on ne le met pas au recyclage. On a de l'huile moteur ou quoi que ce soit qui se trouve sur une feuille ou un carton, on ne le met pas non plus dans le recyclage. Prendre des matières propres. Oui, c'est ça. Il faut que ça soit quand même Alors, propre. Si c'est impropre, parce que bon, il y a de l'huile ou quoi que ce soit, si ça ne va pas dans le recyclage, ça s'en va dans le bac à déchets normal. Oui. Bien, si c'est du gras alimentaire, le morceau de carton peut aller dans le compost. Oui. Si c'est de l'huile automobile, là, ça va aller aux déchets. OK. Puis normalement, ça ne devrait pas aller aux déchets, l'huile automobile. Oui, mais disons qu'il y a une petite tache. Là. Je ne parle pas d'huile liquide en tant que telle. Là. C'est bon. Mais c'est ça. Fait qu'il y avait des emballages aussi sans logo. Donc, tout ce qui est au niveau du plastique, les emballages, il faut toujours qu'il y ait le logo, le petit triangle. Il y a des numéros à l'intérieur. Nous, on prend tous les numéros 1 à 7. Donc, dès qu'il y a le petit triangle, on peut mettre le contenant de plastique dans le bac bleu. Si on a un contenant de yogourt qui n'a pas le triangle, on ne le met pas dans le bac bleu. Les jouets, des fois, ont un logo de recyclage, mais les jouets ne sont pas acceptés parce que ce n'est pas un contenant ni un emballage. Oui, parce que là, c'est une définition. Hein. Oui, c'est ça. C'est des contenants, des emballages. Ça a l'air simple, mais en même temps, c'est compliqué. C'est sûr que parce quand que on connaît pas je peux ou je ne ça, peux pas. Donc, on se pose toujours la question avant de le faire. Est-ce que je peux ou je ne le peux pas? Ça va-tu là ou ça va pas? Oui, c'est ça. Parce que vous avez passé de l'information quand même qui nous guide. Qu'est-ce que je peux mettre, qu'est-ce que je peux pas mettre? On devrait faire passer, on va faire venir des citoyens, peut-être on va faire un sondage. Ça va où, ça va là? Un quiz. Oui. C'est sûr que c'est pas évident. Là. Il y a vraiment différentes sortes de matières, puis on ne sait pas toujours où ça va. Mais dans le pire, on appelle à la MRC et on pose la question là, si les gens le savent pas. Sur le site web aussi, il y a beaucoup de documentation. Sur le site. Parce qu'on est privilégiés ici. On a... comment on appelle quand on va à l'éco-centre. Oui. Bon, on a une boutique où on peut rapporter des objets qui sont inutiles ou plus utiles, mais qui peuvent être utiles ailleurs. On a le bac bleu, on a le bac brun, on a le bac à déchets. Il y a des endroits où il n'y a absolument pas ça. Là. Non. Ne serait-ce que les gens de la Ville de Québec, en général, qui sont en retard. Le maire devrait... Régis, il va vouloir lui parler, là, qui viennent ici, qui prennent exemple sur nous. Là. Mais dans les faits, ces gens-là développent des habitudes, puis quand ils viennent en région comme ici, ne portent pas attention nécessairement à dire « ça va où, ça fait quoi? » là.
Oui, c'est certain qu'au niveau des touristes, là, c'est un secteur qu'il va falloir sensibiliser aussi là, à des maisons en location, tout ça, là, pour essayer d'atteindre cette clientèle-là. Là. C'est sûr que c'est pas évident. Là, on sensibilise plus les résidents, on va se pencher beaucoup sur les commerces, puis éventuellement, là, on va aller vers le secteur touristique aussi, là, pour qu'eux autres aussi participent à la collecte du bac brun puis qu'ils trient bien leur matière. Il y a une offensive cette année qui est faite parce qu'on élargit, on distribue encore d'autres bacs. Là. Oui, bien c'est sûr qu'au niveau du bac brun, cette année, on va livrer 700 bacs bruns. Donc, 700 de plus. Oui, 700 bacs de plus. On va atteindre quoi, 70% grosso modo de la population avec ça? Pas de la population, mais des unités d'occupation. Okay. On y va par une maison une ou maison, un logement. Là, ouais. Donc, par unité d'occupation, on va être à peu près à 70%, 72%. Il y a combien de portes grosso modo dans la MRC? Oh mon Dieu, bonne question. À peu près 6 000 portes, ça se peut-tu? Oui, c'est 1000 quelques. Parce qu'on parle à peu près d'une population de 14 000, 2 points quelques par famille. On devrait être correct. Ouais. Autour de ça. Je n'ai pas le chiffre exact, là. Mais c'est ça. On va vraiment livrer les bacs là, en avril prochain. Donc, les gens des secteurs ciblés ont déjà reçu une lettre. On a envoyé une lettre à chacun avec un petit guide. C'est réparti pas mal partout dans la MRC? Là? Oui. Je peux vous dire les différents secteurs. Donc, à Saint-Hilarion, on va livrer 75 bacs. Okay. On va livrer sur le rang 1, sur le chemin Sainte-Croix, sur la rue de la Syrie. Il y a juste une maison, on l'a fait. Puis sur la route 138, là, une portion qui n'était pas déjà faite, là, du numéro civique 434 à 559. Okay. Aux éboulements, on va livrer 189 bacs. Donc, sur la route du fleuve, on va passer au numéro 2599 à 3074. On ne la fait pas encore au complet. Là, on arrête là, dans le coin de Cap-aux-Oies. Mais en tout cas, tranquillement, pas vite, on agrandit. Qui est la limite de la MRC, grosso modo. Oui, il reste un petit bout après, là, mais pour là, on se rend jusqu'à Cap-aux-Oies. Après ça, on fait tout le développement de la seigneurie, donc toutes les résidences permanentes, bien entendu. Là. On ne livre pas dans les gîtes ou les maisons, les gîtes, oui, mais pas dans les maisons touristiques là, qui sont seulement louées, qui n'ont pas de résidents permanents dedans. Donc, on fait toute la seigneurie. Le chemin du haut des éboulements qui n'était pas encore desservi. La rue Géma-Tremblay, chemin Sainte-Catherine, on rajoute là, une partie. On va aller du numéro 30 à 594. La rue Champfleury et puis Cap-aux-Oies, on va faire au complet Cap-aux-Oies, là, tout ce qui est résidentiel. Ça représente sur 189 oui, unité d'occupation. Unité d'occupation là-bas. Okay. Au niveau de Baie-Saint-Paul, on rajoute la rue du Nénuphar, le rang Sainte-Catherine, rang Sainte-Croix, chemin Saint-Ours, le rang Saint-Jérôme, là, qui fait partie de Baie-Saint-Paul, du numéro 2 à 216, rang Saint-Placide, nord et sud. OK, la plus grosse quantité, là. Oui. C'est là que... Donc, jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas eu. À ces secteurs-là, non, il n'y en avait pas. Parce qu'on s'était vraiment concentré sur les secteurs plus urbains, puis là, on s'en va plus vers les rangs. Donc, on a 188 unités d'occupation de Saint-Paul. Plus urbain, bien là, on s'en va à Saint-Urbain. Oui. Donc, on va rajouter 127 bacs à Saint-Urbain. Donc, sur la rue Saint-Édouard, on va continuer. Qui est la rue principale, la rue Saint-Édouard? Oui, c'est ça. Il y en a plusieurs qui n'avaient pas. Non, bien, on ne la faisait pas au complet. On faisait plus le secteur village. Okay. Donc, là, on va aller du numéro civique 1202 à 1331. On va faire le rang Saint-Jean-Baptiste. Je ne sais pas si c'est au complet. Là. On se rend jusqu'à l'adresse civique 259. OK. Et puis, la partie du rang Saint-Jérôme qui fait partie de Saint-Urbain va être desservie aussi. À Petite-Rivière, bien là, il y a beaucoup de rues, mais il n'y a pas beaucoup de maisons. C'est le problème de Petite-Rivière. ça se développe, mais il y a peu de résidences. Donc, on ajoute en tout 117 bacs à Petite-Rivière, donc une portion de la rue principale qui n'était pas faite encore, donc du numéro 1289 à 1442. OK. Après ça, on va dans le développement du versant du massif, mais vraiment juste les maisons permanentes. Dans le développement du multibois. Dans le développement du hameau du massif. C'est le chemin de la Martine, là, finalement. Oui, c'est ça. Donc, on fait tout ce secteur-là pour éventuellement pouvoir desservir aussi tout ce qui est meublé touristique. On veut les desservir à un moment donné, mais pas tout de suite. Donc là, on fait les maisons permanentes. Si on atteint 70 de la population, pas de la population, mais des unités d'occupation. C'est quand même bon, là. Oui, effectivement. Non, ça va quand même bien. Donc, mais là, globalement, comme je disais, au niveau de la gestion des matières résiduelles, on a comme 4 services qui nous sont offerts. Jusqu'à maintenant, c'est stable. Il y a des éléments qui augmentent, puis il y en a d'autres qui Au diminuent. niveau des éco-centres, ça va super bien. Ça augmente tout le temps la quantité de matière qui est valorisée.
La valorisation des matières organiques, ça a été quand même stagnant. Là. C'est au niveau du calcul du tonnage que ça fait une différence, ça baisse notre tonnage, mais d'après moi, c'est vraiment plus stable que plutôt baissé. C'est vraiment qu'on a changé le système de calcul. Au niveau du recyclage, c'est vraiment stable. Puis les déchets, bon, ils ont augmenté là, cette année. Puis l'objectif, c'est quand même 0 déchet. Oui. Hein? C'est l'objectif, là, ça augmente. Mais tu sais, il y a beaucoup de nouvelles maisons, il y a beaucoup de développement. Fait que tu sais, c'est pas évident de tout le temps réduire la quantité de déchets quand le massif construit des... Là, il va y avoir plein de condos. Il y a ce genre de Donc, c'est sûr, c'est pas évident. Là, on a eu la nouvelle hôpital qui s'est construit en 2017. C'est des collectes de déchets qu'on n'avait pas avant, que là, il a fallu qu'on rajoute. Ça évolue, là. Fait que c'est pas évident. Là. Quand tout ça va être stabilisé, là, on va voir réellement la vraie... Oui, c'est sûr que les gens ont un effort à faire aussi. Là. Ça pourrait diminuer quand même si on a du développement. Mais il faut vraiment que les gens participent davantage. Pour réduire à la source. Oui, c'est ça. Est-ce que, bon, il y a quand même le citoyen, il y a des entreprises aussi. Oui. Est-ce que les entreprises sont très sensibilisées à ça? Bien, on travaille là-dessus. Là. On a commencé l'année passée, cette année, on poursuit ça. On est en collaboration avec la réserve de la biosphère. Oui. Donc, eux vont rencontrer les entreprises, puis on essaie que les gens embarquent dans le programme Ici on recycle de Recycle Québec. Donc, les entreprises, quand ils participent à ce programme-là, il faut qu'ils valorisent leur matière, qu'ils récupèrent et tout ça. Ils ont des objectifs à rencontrer, puis ils calculent des pourcentages de production de déchets puis de valorisation. Okay. Donc, en embarquant dans le programme, bien, ça aide à les impliquer. On a plusieurs entreprises qui ont embarqué dans le programme, puis là, qui nous disent, bon, on voudrait un bac brun, parce qu'on ne les livre pas automatiquement au commerce, les bacs bruns. Donc, ceux qui en veulent, on leur en livre sans problème. Par contre, c'est sur la collecte, l'horaire de collecte résidentielle. L'hiver, c'est moins pratique pour un commerce vu qu'on passe juste une fois par mois. Ouais. Il va falloir travailler cette portion-là pour que tous les commerces puissent embarquer là, d'ici 2020. Là. Il va falloir travailler la collecte commerciale, là, voir si on reste avec des petits bacs, si on prend des chargements avant. Donc, c'est ce côté-là qu'on regarde là, à travailler plus. Mais ceux qui veulent embarquer dans la collecte résidentielle, il n'y a aucun problème. Ils nous appellent puis on les embarque. Là, sans problème. Alors, au moins, ils sont sensibilisés. Oui, on travaille là-dessus. Là, je vois que tu as apporté des sacs avec toi, là. Oui, c'est ça. Donc, on a quand même encore des appels de gens, de citoyens qui aimeraient bien utiliser des sacs en plastique compostables. Ouais. Donc, ils en vendent partout. Mais nous, on les prend vraiment pas. C'est pas accepté au centre de compostage où on va. Pourquoi? Parce que ça se dégrade pas bien. Donc, il y a toujours des morceaux de plastique qui restent, ça se décompose pas bien, puis ça part au vent, ça fait quand même... il y a des endroits, il y a des centres de compostage qui les trient, là, qui les enlèvent. Mais nous, on va chez Compost Pro, la Malbaie, puis donc on prend pas les sacs en plastique, là. Donc, j'ai amené des exemples. Ouais. Donc, n'importe quel sac en papier peut être utilisé. Ça, c'est les sacs normaux qu'on peut avoir à l'épicerie, au dépanneur. Donc, un petit sac simple, pas épais. Donc, c'est sûr que c'est pas fait pour durer longtemps. Si vous mettez des matières dedans, il faut quand même les sortir assez vite. Si vous voulez un sac qui est plus résistant, mais il se vend des sacs, ça c'est la marque Sac au sol, là, dans les épiceries, les quincailleries. Donc, il y a vraiment une petite doublure en cellulose là, à l'intérieur. Donc, ça absorbe, en tout cas, ça retient mieux l'humidité. On peut toujours mettre aussi des napkins dans le fond. Ou moi, des fois, je prends les croûtons de mon pain. Là, on ne les mange pas personne chez nous. Fait que je mets des croûtons de pain dans le fond de mon sac avant de mettre mes matières. Fait que ça absorbe de liquide. OK. Fait que c'est les différents sacs là, qu'on peut utiliser. On peut fabriquer un sac aussi avec des journaux, des circulaires. C'est du recyclage. Oui. Hein? On a envoyé à tout le monde l'année passée dans le journal Vers l'avenir un petit guide du tri, puis à l'arrière, il y avait comment faire la doublure à la maison. J'ai mal lu. Ouais. En fait, c'est parce que j'ai exposé ça pour savoir qu'est-ce que je mets, mais j'ai pas tendance à regarder en arrière. Oui, il y a les deux côtés. Un coup qu'on sait comment faire, on n'est plus obligé de regarder. C'est pas compliqué. Non. Mais en tout cas, pour la première fois, quand on le fait... on va vous en faire un exemple, effectivement. Comment faire une doublure avec des journaux. Isabelle s'est pratiquée énormément. Oui. Donc, je vais vous montrer comment faire une doublure de bac de cuisine avec une circulaire ou un journal. Donc, on prend 2 feuilles de circulaire. On plie en 2 pour faire un triangle. Alors, par la suite, on prend le coin. On le ramène vers le centre. L'autre coin aussi, on fait la même chose. Comme ça. Puis après ça, on prend les pointes et on les redescend. Donc, ça nous fait une doublure qu'on peut mettre nos matières organiques à l'intérieur et qu'on peut mettre dans notre bac de cuisine pour ramasser nos matières organiques.
Donc, ce petit sac-là, on peut le mettre dans notre bac de cuisine. On met nos matières dedans. Et puis, après ça, on le prend puis on le met dans notre bac brun. C'est sûr que ça empêche de coller l'hiver, surtout, là, que ça gèle après les parois du bac. Puis ça aide à garder plus propre aussi le bac. Oui. Officiel. T'es moins à laver, là, façon de parler. Oui. Donc, c'est différents trucs que les gens peuvent utiliser. C'est sûr qu'ils peuvent mettre les matières lousses dans le bac aussi. Là. On le rince, on le lave plus régulièrement. Mais c'est différentes... Puis les cycles au niveau des bacs, comme l'hiver, le bac brun, c'est une fois par mois. Oui. L'été, je pense qu'on tombe à 2 fois par mois. L'été, on est à toutes les semaines. À toutes les semaines. De mai à octobre, on passe à toutes les semaines, le bac brun. Fait que c'est avantageux. Là, si les gens disent ça sent mauvais, mais les poubelles sentent pas bonnes. Le recyclage et le jour dur, c'est aux 2 semaines à l'année, en alternance. D'accord. Puis les vidanges régulières, c'est aux 2 semaines aussi. Alors, c'est en rotation. Oui, recyclage, ordure, tout le temps comme ça. Tandis que le bac brun, de mai à octobre, on passe toutes les semaines. Fait que quand on a des matières qui sentent plus mauvaises, puis qui sont des matières organiques, on les met dans le bac brun. Ils sont ramassés toutes les semaines. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de bac, mais qui recyclent dans le cours, hein? Oui, du compostage domestique. Oui, moi, je demeure à Québec, puis j'ai fait un bac à compost à la maison. C'est certain que c'est plus limité dans ce qu'on peut mettre dedans. On ne peut pas mettre de résidus de viande, de poisson, parce que sinon, il y a de la vermine qui va entrer là-dedans. Mais oui, ça permet de composter à la maison. Puis c'est impressionnant parce que avec un bac que j'ai rempli tout l'été, j'ai juste une petite portion de compost encore. Là, donc, ça fond vraiment. Oui. Là, tu vois la quantité, le volume diminuer. Là. Puis on a un programme de compostage domestique à la MRC aussi. Là. On a des bacs bruns, mais si les gens veulent un composteur domestique pour faire son compost, on en vend aussi à la MRC. Là. Puis à la fin de l'année, en tout cas, je me souviens plus quelle période, au printemps, je pense. En juin. On redonne du compost. On peut aller rechercher effectivement des sacs de compost. Oui, c'est ça. C'est l'engrais naturel par excellence. Je pense que ça va être le 2 juin cette année. En tout cas, c'est le premier samedi de juin. Là. Donc, on va faire notre distribution de compost là, à l'éco-centre de Saint-Urbain comme à chaque année. Le Compost Pro vient nous livrer un voyage de compost, puis les gens viennent avec leur contenant. Bien entendu, il faut qu'ils traînent leur contenant. Ils remplissent leur contenant et puis ils peuvent ramener le compost à la maison. Puis faire les plates-bandes. Oui. Oui, c'est l'engrais par excellence. Oui. Hein? Tout le monde qui vient chercher le compost, là, ils ont le pouce vert puis ils ne savaient pas. Là. C'est du beau matériel. Super. Bien, Isabelle, merci beaucoup. Alors, les gens à la maison, ne soyez pas surpris si vous voyez cet été des gens qui viennent voir vos poubelles. Jetez un coup d'œil. Pas prendre des choses, mais jetez un coup d'œil. Vous pouvez aller les rencontrer aussi, là, parler avec eux. Ils vont vous donner des trucs, ils vont pouvoir vous aider. Si vous avez des questions, faut pas se cacher là, dès qu'on les voit. Là. On les appelle la Brigade verte. Oui. Alors, c'est des jeunes. Donc, à partir de là, ils vont vous éduquer ou vous guider sur qu'est-ce qu'on peut mettre, quoi pas mettre. C'est ça. Puis, on va aussi aller dans les terrains de jeu au niveau de la Brigade verte pour aller rencontrer les jeunes. Tous les événements aussi. Qui est la future clientèle de consommateurs. Les différents événements, les jours de l'arbre ou la fête des voisins. On va essayer de faire des kiosques aussi avec l'étudiant de la Brigade verte pour qu'ils puissent aller sensibiliser les gens. Ben, peut-être aussi. Festif, c'est... Festif, il travaille déjà fort sur la... je sais qu'ils sont assez éco. Il pourrait peut-être avoir un kiosque aussi, là, on verra à ce moment-là. Bon, écoutez, ça peut être à l'entrée et non pas en arrière. Oui. Question. Ben, Isabelle, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors nous, on fait une petite pause, puis on revient pour la conclusion de cette émission. Alors, on est de retour pour la conclusion de cette émission et comme à l'habitude, on fait le tour de nos invités pour leur demander leur coup de cœur ou leur saviez-vous que. Alors, on en apprend grâce à eux autres qui vivent Charlevoix d'une façon quotidienne. Alors, Isabelle, pour toi? Mon coup de cœur, dans le fond, c'est le Bois-Éduqué. C'est l'endroit par excellence pour aller prendre une marche, là, les sentiers. Il y a plein de petits sentiers. Même l'autre fois, je tournais en rond, j'étais comme un peu perdue. Là. Dans le bois? Dans le bois? Je prenais pas le bon virage, mais il y a vraiment beaucoup de sentiers. Là, quand moi, je vais me promener avec mon chien, avec les enfants. Même l'hiver? Oui. Ils sont tapés, ils sont entretenus? C'est tapé. Il y a des gens qui y vont en raquette. Moi, j'y vais à pied, mais il y a des gens qui y vont en raquette. Il y a même des vélos. Les fat bikes qui appellent? Oui, c'est ça. Donc, eux, ils tapent vraiment bien le sentier. Ah. Mais c'est ça, il y a vraiment beaucoup de sentiers. Là. C'est vraiment plaisant. Puis il y a des oiseaux, on peut emmener des graines.
C'est un boisé assez original et unique. Oui, oui. Parce qu'il est directement sur le bord du fleuve. Oui, puis il est à côté du centre-ville. Puis il y a de l'histoire en plus. Là. Puis il y a des arbres assez rares là-dedans. Là. Donc, c'est un bel endroit pour aller marcher et se ressourcer. Puis il y a même l'été des bancs. Bon, même l'hiver, les bancs sont il y a toujours certaines là. tables qui sont... Il n'y a pas beaucoup de neige, là, fait qu'il y a des endroits où on peut s'asseoir encore. Alors, on peut faire de la plage l'été, puis on peut aller marcher dans le bois. La calmie n'est plus là. Elle est pas mal brisée. Hein? Il reste juste un fond de bateau. Je pense qu'il y a eu une marée qui a emporté la balance, semble-t-il, là, récemment, en tous les cas. Alors, le boisé du quai pour toi. Oui. Et pour toi, Astrid? Moi, je suis nouvellement arrivée dans la région de Charlevoix, donc je vais prêcher pour ma paroisse, puis dans l'agroalimentaire, puis peut-être parler des différentes boutiques, en fait, qu'il y a sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul, puis des cafés, parce que pour travailler sur des projets comme ça, on a besoin de café, donc avoir des saveurs, et puis le café de Charlevoix aussi, là, qui font leur torréfaction. Donc, on a des... Et deux styles totalement différents en termes d'endroit. Oui. Un est petit, intime, puis tu as tous les arômes du café parce que, comme tu dis, ils font leur torréfaction. Voilà. Et l'autre, je veux dire, là, c'est d'autres choses. Oui, avec paradis des bonbons. Oui, juste derrière, effectivement. Puis nos bureaux de la MRC sont pas situés trop loin, donc on peut passer pendant la pause. Donc, c'est toujours agréable. Alors, c'est une invitation qui est lancée. Si vous voulez rencontrer Astrid, allez aller chercher de l'énergie dans le café. Oui. Super. Alors, merci beaucoup de votre présence. Ça fait plaisir. On en a appris. En ce qui nous concerne, cette émission termine la série 2017-2018. Alors, on va se donner rendez-vous à l'automne prochain, espérons-le. D'ici là, portez-vous bien, puis au plaisir de vous voir très bientôt. Merci, madame. Ça fait plaisir.